m'entend? Oui, madame. Voilà, c'est bon. Vous m'entendez comme ça? Oui, madame. D'accord. Alors, voilà, donc j'espère que vous portez bien. Et en fait, aujourd'hui, normalement, en fait, on devrait faire deux cours. Parce que j'ai fait une division, la répartition. Comme cette unité, donc on en a 5 semaines, c'est ça, 5 semaines. Donc Non, madame, il y en a 6. 6 semaines avec une semaine de révision. Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est 6 semaines de cours? Oui. Vous êtes Plus une sûr? semaine de révision. Donc oui. c'est la 7e semaine. C'est ça? Non, madame, 5 semaines de cours, une semaine de révision, pour ça, le total, c'est 6 semaines. Voilà, c'est ça. Moi, Voilà. je vous parle des semaines de cours. Il y en a 6, pas 5. Voilà. 6 semaines de cours. 5 semaines de cours. 5 semaines, une semaine de révision. Pas 5. Voilà, il reste. On a raté une semaine. On a raté une semaine. Voilà, il reste 5, exactement, j'ai oublié. Non. C'est aujourd'hui, c'est la 5e ou aujourd'hui, c'est la 6e? C'est la 6e. Aujourd'hui, c'est la 6e. Donc, il nous restera 5. Mais attention, 5 semaines de cours. Il n'y a pas de semaine pour la révision. Si, il y a une semaine de révision. Et voilà, il ne faut pas compter la semaine de révision. Parce que dans la semaine de révision, on ne fait pas cours. Oui. Voilà. Donc, on a 5 semaines de cours. D'accord. Voilà. Mais cette semaine, c'est la 6e. Elle a dit ça parce qu'on a commencé à la 2e semaine, pas à la première, Inès. Pourquoi? Parce que cette semaine, c'est la 2e semaine. Oui, c'est la 2e semaine. Oui, c'est la 2e. Donc, vous avez fait cours. Donc, normalement, on devrait faire cours le samedi passé. Oui. Oui, après, vous avez répété à aujourd'hui. Comment ça? On a fait La première semaine, on n'a pas fait le cours. Oui. Quand est-ce qu'on a fait examen? Le 13 23. mars. Le 13 mars. Le 13. Le 13 mars. Oui, c'est le 13 mars qu'on a fait l'examen de l'unité 3. Oui. Très bien. Donc, le 13 mars, normalement, donc aujourd'hui, le cours d'aujourd'hui, normalement, il fallait le faire le 22. C'est ça? Oui. Oui. Voilà. Donc, le 22, après, donc, nous, on fera le cours le 29. Un deuxième cours. Oui. C'est-à-dire le samedi prochain. Ce samedi. Oui. Voilà. Donc, vous avez 2 cours et il nous restera, donc 22, 29, il nous restera 3 cours, c'est ça? Oui. Voilà. Donc, on a 5 semaines de cours. Jusqu'au 20 avril. Oui. Jusqu'au 20 au 19 avril. Parce que je me souviens, l'année passée, c'était comme ça. Et la 6e semaine, c'est... Voilà. Bon, ce qui est important, c'est que moi, là, j'ai 2 cours. D'accord? Le premier sont des généralités. Donc, je vais vous l'envoyer, vous allez le lire. Parce que je ne peux pas perdre du temps avec les généralités. C'est des choses qui sont simples. Beaucoup de choses, on les a déjà vues l'année passée, en première année. D'accord? Et c'est-à-dire, là, aujourd'hui, on va voir la physiologie de l'axe hypothalamo-hypophysaire pour, donc, vous voyez, je vais vous montrer. Donc là, donc vous avez la physiologie endocrinienne. Là, donc c'est un cours de Dr Terki, il a travaillé, c'était mon étudiant, il a travaillé avec moi, donc il est très bien. Donc le PowerPoint, il est très bien. Donc ici, ce sont des généralités. Donc je vais vous l'envoyer, d'accord? C'est le même que... Je n'ai pas partagé votre écran. Voilà. Oui, c'est celui de l'année passée, c'est la même chose, d'accord? Tu n'as pas partagé. On n'arrive pas à voir le... Ah oui, ça j'ai oublié. Bon, je vais partager. Partager, voilà. Masquer. Voilà. La physiologie endocrinienne.
Oui. Voilà, ça, c'est une généralité. Donc, on ne peut pas perdre du temps à faire tout ça, des généralités, sauf si, par exemple, vous allez le lire, je vais vous l'envoyer aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous allez m'arrêter la semaine prochaine pour l'expliquer, d'accord? Donc, juste vous le lisez, il est très facile. Mais vous allez nous envoyer le cours officiel. Bien sûr, je vais vous les envoyer tous les deux. D'accord. Mais aujourd'hui, on va faire parce qu'on n'aura pas le temps. Parce que vous voyez, si on fait le compte, donc la physiologie calcique, métabolisme phosphocalcique, la thyroïde, corticosurrénale et c'est-à-dire le métabolisme glucidique. Donc vous voyez, donc 4, soit 4 avec aujourd'hui 5. Donc on ne peut pas... c'est-à-dire, en fait, ça, le premier cours sont des généralités que vous pouvez, certainement, vous avez fait ça en biochimie, etc. Donc, s'il y a quelque chose qui est, c'est-à-dire quelque chose que vous n'avez pas compris, il n'y a pas de souci, on peut l'expliquer. D'accord? Donc, aujourd'hui, on va voir donc, la physiologie. Donc, vous voyez ça? Physiologie de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, c'est la partie 2. Est-ce que vous voyez? D'accord? Je vais partager l'écran. Voilà. C'est bon? Oui, alors, madame. Voilà. Donc, vous savez qu'en endocrino, donc les glandes, vous avez des glandes périphériques, mais vous avez un complexe qu'on appelle hypothalamo-hypophysaire et il est considéré comme le chef d'orchestre. D'orchestre, c'est-à-dire c'est lui qui commande la majorité, pas toutes, mais la majorité des glandes périphériques, les autres glandes qui se trouvent dans l'organisme, les grandes glandes, les glandes essentielles, parce que vous savez bien qu'il y a des cellules glandulaires. Donc ici, on parle de glandes en tant que structure bien imposante. Alors, objectif pédagogique, donc ça, c'est pas la peine, on ferait à mesure. Voilà. Axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, comme le schéma, vous le voyez, donc hypothalamus est lié à l'hypophyse. Donc, sont deux glandes endocrines centrales intimement liées. Elles sont. Donc, vous allez me dire, c'est situé où? C'est situé au niveau, c'est-à-dire ici. C'est vrai que l'hypothalamus, on ne peut pas le voir, mais l'hypophyse, sous forme d'un petit haricot comme ça, on peut le voir à l'œil nu. En fait, l'hypothalamus, on ne peut pas parce qu'il est inséré. Donc, il est inséré au niveau de la base de diencéphale. Mais si on prend un cerveau, par exemple, d'un rat, et on le retourne comme ça, au niveau de la base, on va voir l'hypophyse. On va voir cette petite structure, d'accord, à l'œil nu. Donc, c'est au niveau de la base de diencéphale. Donc, fonction majeure. Donc, vous avez en haut, donc, c'est de l'hypothalamus, et ici, c'est donc l'hypophyse. Et l'hypophyse est constituée de deux parties. Alors, la partie antérieure, c'est-à-dire celle dirigée vers le visage, c'est ce qu'on appelle l'antéhypophyse ou adénohypophyse. L'arrière, la partie arrière qui est dirigée vers la nuque, c'est donc la neurohypophyse. Oui, c'est la neurohypophyse ou la post-hypophyse. Donc voilà. Donc, fonction majeure, contrôle de la sécrétion endocrine des glandes endocrines périphériques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est un chef d'orchestre. Il contrôle les deux, bien sûr. Donc, l'hypothalamus agit sur l'hypophyse et l'hypophyse agit et contrôle la majorité des glandes qui se trouvent dans l'organisme, les autres. Voilà. Donc, on le considère comme donc, une glande centrale et les autres sont des glandes périphériques. Donc voilà, donc bien sûr, il y a une différence entre la neurohypophyse et l'adénohypophyse. Quelle est la différence? C'est que, regardez, la neurohypophyse, comme son nom l'indique, elle est constituée d'axones. Donc c'est une extension, regardez, axonale des cellules qui se trouvent au niveau de l'hypothalamus qu'on appelle les magnocellulaires. Donc, vous voyez, magnocellulaires, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles sont géantes. Ouais, elles sont grandes.
Par contre, celles qui se trouvent, celles qui sont vers l'adéno-hypophyse, donc elles sont plus petites. Donc ici, donc vous avez deux importants noyaux. Un noyau, donc vous savez c'est quoi un noyau? Un noyau, c'est un ensemble de neurones qu'on appelle, c'est-à-dire qui entre dans la fonction, qui entre dans la structure de la neurohypophyse. Donc c'est le noyau supraoptique et paraventriculaire. Donc, vous voyez bien, donc ce sont des extensions. La neurohypophyse est constituée de parties nerveuses, d'axones nerveux, extensions à partir des noyaux, des neurones de noyaux supraoptiques et paraventriculaires. Voyez. Et vous avez bien sûr ici donc l'artère hypophysaire, elle passe, et que les terminaisons axonales libèrent des neuromédiateurs, donc ce qu'on appelle les neurohormones. Neurohormones, c'est-à-dire neurohormones sont des hormones libérées par les cellules nerveuses dans le sang. Donc, vous avez deux hormones connues qui sont libérées à ce niveau par ces cellules, par la neurohypophyse, c'est l'ADH, donc antidiurétique hormone. On a déjà vu son rôle quand on a vu le rénal. Donc, l'ADH, on l'appelle aussi la vasopressie. Et également, vous avez l'ocytocine. L'ocytocine qui sont libérées à ce niveau. Pour l'adénohypophyse, maintenant, l'adénohypophyse, elle n'est pas constituée d'axones, non, mais de cellules hormonopoïétiques, des cellules qui sont donc glandulaires. Et on en a plusieurs types de cellules glandulaires. Donc ici, au niveau de l'hypothalamus, vous avez donc des neurones qui libèrent donc des hormones, des petites hormones au niveau de système porte hypothalamo-hypophysaire. Donc c'est un réseau vasculaire, regardez. Et ce réseau vasculaire va véhiculer ces neurohormones libérées par ces neurones et va les véhiculer vers les cellules glandulaires de l'adénohypophyse. Voilà, d'accord? Et ces cellules glandulaires, à leur tour, vont libérer des hormones qui vont être véhiculées par donc, la circulation sanguine. Donc, pour l'hypothalamus, donc vous voyez bien, là, vous avez un détail de l'hypothalamus, d'accord? Alors, structure nerveuse centrale, située sous le thalamus, donc c'est une structure nerveuse, le long des parois de troisième ventricule, donc ça c'est la situation au niveau cérébral, un complexe de noyaux anatomiquement indépendants, donc il a des noyaux, d'accord? C'est un centre intégrateur très important, donc l'hypothalamus il joue un rôle très très important et beaucoup de fonctions. Contrôle le système nerveux autonome, le système endocrinien et certains comportements aussi. Il possède des fonctions neurovégétatives, circulation, donc respiration, la soif, la faim, température, les émotions, etc. Donc il a des rôles vraiment très importants, beaucoup aussi. Et aussi neuroendocrine, c'est-à-dire ce qui nous intéresse dans notre cours, c'est la fonction neuroendocrine, c'est-à-dire il libère des hormones qui sont, c'est-à-dire des neurohormones, libèrent des sécrétions de neurohormones qui sont véhiculées dans la circulation systémique, la circulation générale. Ici, oui, parce que si on parle de la neurohormone, effectivement, les neurohormones de la neurohypophyse, ils sont déversés dans la circulation générale, contrairement à celles libérées vers l'adénohypophyse, non. Celles libérées par l'adénohypophyse, vers l'adénohypophyse, elles sont libérées uniquement dans l'adénohypophyse. Voilà. Intervient également, oui. Anatomiquement indépendants, ça veut dire ils sont séparés l'un de l'autre. Oui, c'est-à-dire des noyaux qui sont séparés, comme le montre le schéma. D'accord? C'est-à-dire, c'est pas forcément, il n'y a pas de connexion entre eux forcément. D'accord? Intervient également pour contrôler les réponses motrices viscérales et somatiques aussi. Donc, il intervient aussi dans motrice viscérale et somatique. Donc ça,
aussi, donc vous pouvez constater que le système nerveux végétatif aussi. Hein. Voilà. Donc nous, dans ce cours, on s'intéresse surtout aux neurohormones. Alors, pour l'hypothalamus, donc vous avez un axe hypothalamo-neurohypophysaire. Alors, vous voyez ça, neurohypophysaire. Et vous avez un axe hypothalamo-adéno-hypophysaire, donc l'adénohypophyse. Alors, axe hypothalamo-neurohypophysaire, regardez bien. Donc, généralement, au niveau de l'hypothalamus, donc, ce sont des neurones magnocellulaires, c'est-à-dire, elles sont géantes. Ici, dans le schéma, on ne montre pas. Donc, normalement, celles-ci doivent être parvocellulaires, elles sont petites. Magnocellulaires sont plus grandes. Noyau, donc ici, au niveau de l'hypothalamus, pour la neurohypophysaire, vous avez deux noyaux, supraoptiques et paraventriculaires. Ils synthétisent ces noyaux, ils synthétisent l'ADH et l'ocytocine. Tractus supraoptico-hypophysaire, neurohypophyse, stockage est réservé. Donc ici, bon, l'ocytocine et l'ADH sont stockés au niveau des terminaisons axonales et que quand il y a stimulation de ces neurones magnocellulaires, bon, bien sûr, il va y avoir exocytose, libération dans le sang. Pour l'axe hypothalamo-adéno-hypophysaire, donc vous avez des noyaux parvocellulaires, on appelle parvocellulaires, donc ils sont plus petits. Système porte hypothalamo-hypophysaire, donc ici le sang, c'est-à-dire la vascularisation, donc qui conduit les sécrétions de ces neurones parvocellulaires vers les cellules de l'adénohypophyse, c'est par le système porte hypothalamo-hypophysaire. Au niveau de l'adénohypophyse, on trouve différents types de cellules glandulaires. Donc chacune libère une sorte d'hormone dans la circulation générale. Voilà. Hormones hypothalamiques hypophysaires. Donc, pour les hormones hypothalamiques, donc par exemple, au niveau de l'hypothalamus, vous avez la GnRH, gonadotrophine releasing hormone. Donc, quand vous trouvez R, releasing hormone, R, donc directement, c'est une hormone hypothalamique, d'accord? Le releasing, donc, libérine, elle libère, release, libérer. Donc, elle stimule la libération. D'accord? Alors, au niveau de l'hypothalamus, donc ici, donc on parle ici surtout, ça c'est une hormone libérée par les cellules parvocellulaires vers l'adénohypophyse. Au niveau de l'adénohypophyse, il y a des cellules spéciales, donc gonadotropes, d'accord, ce sont des cellules spéciales. Elles libèrent, qu'est-ce qu'elles libèrent? Dans la circulation générale, le FSH et le LH. Hein? Vous avez corticotropic releasing hormone, donc libéré par toujours la même chose, donc par les cellules parvocellulaires vers l'adénohypophyse. Donc il y a des cellules spéciales au niveau de l'adénohypophyse qu'on appelle des cellules corticotropes. Donc elles libèrent l'ACTH. Donc l'ACTH, adrénocorticotropique hormone. Donc ici, donc c'est une hormone qui libère le cortex, qui stimule le cortex surrénalien. Vous avez donc FSH et LH, donc pour les cellules, pour les appareils reproducteurs, d'accord, mâles et femelles. Vous avez la TRH, thyreotropic releasing hormone. Donc ici, libérée toujours par les cellules parvocellulaires de l'hypothalamus, elles agissent sur des cellules de l'adénohypophyse qu'on appelle les thyréotropes, les cellules thyréotropes, pour la libération de thyreostimulating hormone, donc la TSH. La TSH, elle agit sur la thyroïde. Voilà. Vous avez aussi, alors, GH, RH, Growth Hormone Releasing Hormone. Donc ici, donc c'est cette hormone libérée toujours par des parvocellulaires, donc vers l'adénohypophyse. Donc au niveau de l'adénohypophyse, vous avez des cellules qu'on appelle somatotropes. Donc ces cellules, elles libèrent GH, Growth Hormone, l'hormone de croissance, dans la circulation générale. Vous avez également
Donc, une autre hormone qu'on appelle prolactin inhibiting hormone. Donc, ici, cette fois-ci, elle inhibe la production de la prolactine. Donc, dans l'adénohypophyse, on trouve des cellules qui spécifiques, qui libèrent de la prolactine. Donc, c'est une hormone qui stimule la production du lait au niveau des glandes mammaires. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui stimule la libération de prolactine? Donc, c'est la TRH. La TRH, elle stimule la prolactine. Par contre, PIH, c'est de la dopamine, généralement, d'accord? Ici, on a mis, après, on va la trouver. Le prolactin inhibiting hormone, réellement, c'est de la dopamine. Elle inhibe la libération de prolactine. Voilà. Vous avez donc ici, comme pour les cellules somatotropes qui libèrent de l'hormone de croissance, comme vous avez une hormone hypothalamique qui est le lysine qui stimule sa sécrétion, vous avez également une hormone hypothalamique qui inhibiting hormone, qui inhibe la libération de l'hormone de croissance. Alors voilà, la FSH, LH qui sont libérés par l'adénohypophyse agissent sur donc, les appareils, donc vous voyez bien sur le développement folliculaire, donc la maturation des ovocytes, sur aussi l'ovulation, également le développement de l'utérus, le développement également des glandes mammaires, etc. Surtout, et vous avez aussi dans la spermatogenèse également. Voilà. Pour la CTH, donc agit, stimule le cortex surrénalien pour la libération des glandes, pour la libération des hormones du cortex surrénalien. Donc vous avez les glucocorticoïdes, etc. Vous avez donc la TSH, elle agit sur la thyroïde pour la libération des hormones thyroïdiennes, T3 et T4, ça on va le voir après. Vous avez la prolactine qui agit sur les glandes mammaires et stimule la production du lait. Et vous avez l'hormone de croissance qui stimule, en général, l'hormone de croissance, elle a deux effets. Un effet direct, c'est-à-dire l'hormone de croissance agit sur des tissus, donc les muscles, l'os, etc. Mais aussi, l'hormone de croissance agit sur le foie, pour justement libérer un intermédiaire, insuline-like growth hormone. Donc, c'est un intermédiaire qui agit, il a presque le même effet, c'est-à-dire est en synergie avec l'hormone de croissance. Donc, l'hormone de croissance agit directement et indirectement via un autre facteur. Après, on va le voir. Axe hypothalamo-neurohypophysaire. Oui. C'est le foie qui libère un intermédiaire. Oui. D'accord. Attendez, après je vais peut-être on va le voir après parce qu'il y a hormone de croissance, d'accord? Voilà, axe hypothalamo-neurohypophysaire maintenant. Bon, on a vu un petit peu l'adénohypophyse, maintenant la neurohypophyse, c'est-à-dire donc l'autre partie, d'accord? Alors, les neurones magnocellulaires qui sont donc, vous avez le noyau paraventriculaire et supraoptique, d'accord, qui sont situés au niveau de l'hypothalamus, vous voyez, ils ont des axones jusqu'à la neurohypophyse et libèrent donc les deux hormones qu'on a vues. Par exemple, le noyau paraventriculaire, il libère les deux, il produit les deux, mais beaucoup plus l'ocytocine que la DH, que la vasopressine. Par contre, le noyau supraoptique, il libère beaucoup plus, enfin, il fabrique beaucoup plus la DH que l'ocytocine. Voilà, au niveau de la neurohypophyse, et que donc vous avez la circulation sanguine qui va, ici l'exocytose, et donc ça c'est le transport axonal. Donc vous voyez bien, voilà. Donc la neurohypophyse est constituée de neurones, l'adénohypophyse est constituée de cellules glandulaires. Alors pour l'hormone antidiurétique, donc la DH, la vasopressine, c'est un nanopeptide, donc constitué de 9 acides aminés, synthétisés majoritairement au niveau du noyau supraoptique.
transport axonal lié à la neurophysine 2. Alors ici, il est transporté à l'intérieur par donc un transporteur qu'on appelle la neurophysine 2, hormone polypeptidique neurohypophysaire formée de 2 chaînes de 20 kg Dalton. Donc ça, c'est par rapport donc à l'ADH. D'accord? Voilà. Stocké dans des granules sécrétoires au niveau de la neurohypophyse en attendant une stimulation pour l'exocytose dans la circulation. Effet physiologique de l'ADH, ça déjà, on l'a déjà vu. Donc l'ADH, le rôle majeur, c'est au niveau surtout de tubes collecteurs pour la réabsorption de l'eau. Donc vous voyez bien, l'ADH, en agissant au niveau du côté apical, basal, des récepteurs vasopressines de type 2. Donc vous avez ici, donc via donc une transduction du signal, vous allez, alors il va y avoir une phosphorylation des aquaporines. Donc une fois phosphorylées, donc les aquaporines vont s'insérer au niveau des membranes apicales et basales. Donc plus la cellule a des aquaporines, plus elle est perméable à l'eau. Donc on va avoir une réabsorption d'eau au niveau des tubes collecteurs. Voilà, donc l'ADH simule la réabsorption d'eau au niveau de tubes collecteurs. Régulation de la sécrétion de l'ADH. Alors, la sécrétion de l'ADH, quand est-ce qu'elle est stimulée? Donc, quand il y a une osmolarité plasmatique importante. Donc, il y a une stimulation de la sécrétion d'ADH. Quand il y a une hypovolémie qui est donc supérieure à 10%. Donc, lors de l'hémorragie, par exemple, une hémorragie, donc s'il y a un volume de sang, l'hémorragie stimule la sécrétion de l'ADH pour, bien sûr, réabsorber l'eau et compenser l'eau perdue. L'angiotensine aussi, l'hypoglycémie également, nicotine, les opiacés, etc. Donc ici, généralement, on les a classifiés selon, la puissance, l'intensité de la stimulation. La stimulation, c'est surtout l'osmolarité, puis l'hypovolémie, les autres viennent après. C'est-à-dire, c'est secondaire. Voilà, donc les deux, surtout, c'est l'osmolarité et l'hypovolémie. Alors, pour, bien sûr, des inhibiteurs de la sécrétion de l'ADH, vous avez le froid. Le froid inhibe la sécrétion d'ADH, c'est pourquoi, pendant le froid, on a tendance à, bien sûr, la personne a la tendance à uriner. L'alcool également. L'alcool inhibe la sécrétion de l'ADH. Alors voilà, donc ici c'est le transporteur de l'ADH, ADH neurophysine 2 à l'intérieur. Donc c'est neurophysine 2 qui le transporte du corps cellulaire et les produits au niveau du corps cellulaire. Il est transporté jusqu'aux terminaisons axonales. Alors, pathologie liée à l'ADH. Madame. Oui. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répéter tout ce que vous avez dit concernant l'ADH? J'ai perdu la connexion. Je vais répéter rapidement. Alors, l'ADH, on a parlé des facteurs qui stimulent la sécrétion de l'ADH. Donc, on a dit que les deux principaux stimulateurs, c'est l'osmolarité, d'accord, et l'hypovolémie. Alors, quand il y a une osmolarité importante, donc il y a une concentration assez importante, donc ça stimule la sécrétion d'ADH. Bien sûr, c'est une régulation, c'est pour diluer. Et l'hypovolémie ici. Et les autres viennent après. Donc, c'est secondaire, angiotensine 2, hypoglycémie, nicotine, les opiacés, etc. Pour ceux qui, les facteurs qui inhibent la sécrétion, c'est le froid et l'alcool aussi. D'accord? Donc, le froid, quand il fait froid, des personnes ont tendance à uriner beaucoup plus, donc il y a une perte d'urine. Pourquoi? Parce que donc il y a moins d'ADH. Voilà. Madame, vous avez oui. L'hémorragie, bien sûr, quand il y a une hémorragie, on a une hypovolémie. D'accord? Lors de la déshydratation, on va avoir une hyperosmolarité. Vous avez compris? Madame, est-ce que l'ADH agit aussi au niveau du tube contourné distal ou bien uniquement le tube collecteur? Non. C'est surtout au niveau, on l'a déjà vu pendant le cours, d'accord?
c'est surtout au niveau du tube collecteur et en plus, c'est pas uniquement, c'est-à-dire il agit différemment, il a surtout la partie inférieure. Surtout, parce que c'est des degrés, d'accord? Oui, merci. Alors, pour les pathologies liées à l'ADH, s'il y a une insuffisance de la sécrétion d'ADH, on l'appelle un diabète insipide hypophysaire. Donc, insuffisance de sécrétion de l'ADH pour une raison, peut-être une anomalie de sécrétion, peut-être une tumeur, etc. D'accord? Une lésion, pardon. Diabète, donc on va voir ce qu'on appelle un diabète insipide hypophysaire. Pourquoi on l'appelait un diabète? Parce qu'on va avoir une polyurie, une libération importante d'urine qui ressemble un petit peu à la polyurie provoquée par un diabète sucré. D'accord? Mais insipide, si on rajoute insipide, attention, ça veut dire c'est lié au manque d'ADH. Alors, des fois, la libération de l'ADH, elle est normale. Dans ce cas, donc, on l'appelle, alors, parce que vous avez deux types de diabète. Diabète insipide hypophysaire, ça veut dire ici, il n'y a pas assez de sécrétion. Mais s'il y a une sécrétion normale et que le problème se situe au niveau du mode d'action, le site d'action de l'ADH, donc ça dépend. Soit c'est un problème au niveau du récepteur ou un problème au niveau de la transduction du message. C'est-à-dire, même si le récepteur il est normal, il y a une transduction, mais là, il y a un problème au niveau des aquaporines, peu importe des mutations, etc. Dans ce cas-là, on l'appelle diabète insipide néphrogénique. Donc, généralement, quand il y a un problème au niveau de l'ADH, on fait un dosage. Et si on trouve que la sécrétion elle est normale, le dosage est normal, donc le problème se situe au niveau de ailleurs, c'est-à-dire au niveau des récepteurs, au niveau de mode d'action, etc. Voilà. Donc là, vous avez deux types de... Dans les deux cas, l'ADH n'agit pas. Et dans les deux cas, il n'y a pas donc, absorption d'eau. Et donc, il va y avoir une perte d'urine, une polyurie. S'il y a une... des fois, on peut avoir un excès de production, sécrétion inappropriée d'ADH, ce qu'on appelle comme ça, SIADH. SIADH, sécrétion inappropriée de l'ADH. Alors, donc, si on a un diabète insipide, que ce soit le problème lié à la sécrétion au niveau hypophysaire ou ailleurs. Oui. Bien compris la différence entre le diabète de sécrétion, l'insuffisance de sécrétion et l'insuffisance d'action. Vous pouvez répéter s'il vous plaît. Insuffisance de sécrétion, insuffisance d'action. Dans les deux cas, l'ADH, alors insuffisance de sécrétion, il n'y a pas assez d'ADH qui est libéré par donc, la neurohypophyse. C'est bon. Insuffisance d'action, la neurohypophyse libère de l'ADH, mais que l'ADH n'agit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème au niveau des récepteurs ou ailleurs, c'est-à-dire au niveau à l'intérieur de la cellule. Est-ce que c'est bon? Oui, madame. Voilà, dans les deux cas, donc on ne va pas avoir absorption d'eau. L'ADH n'aura pas d'effet. D'accord? D'accord, merci. Alors, ici, dans le cas de diabète insipide, donc ici l'ADH ne peut pas agir, on va avoir une polyurie, polydepsie, c'est-à-dire une perte d'eau qui va bien sûr provoquer quoi? Une soif, la soif. Quand on perd de l'eau, donc l'organisme il va se déshydrater, là il y a l'osmolarité qui va augmenter et là la stimulation de l'hypothalamus et donc la soif. La densité urinaire, elle est basse, bien sûr, parce qu'il n'y a pas absorption d'eau. Donc, les urines sont diluées. Il y a beaucoup d'eau, donc c'est moins dense. Hypernatrémie. Hypernatrémie, donc l'organisme perd beaucoup d'eau. Et si l'organisme perd beaucoup d'eau, donc bien sûr, il va y avoir sous forme d'une déshydratation. Une déshydratation,
s'il y a déshydratation, perte d'eau, il va y avoir automatiquement augmentation de l'osmolarité, donc une hypernatrémie, augmentation du sel, du NaCl dans le sang. Par contre, si on a un excès de sécrétion d'ADH, c'est le contraire. On va avoir un volume urinaire, donc sécrétion d'ADH importante, donc absorption très importante d'eau. Donc on va avoir quoi? On va avoir un volume urinaire très réduit, une densité urinaire élevée, ça veut dire il est très concentré. Les urines, le petit volume qui est sécrété, il va être très dense, très concentré. On va avoir une hyponatrémie de dilution. Beaucoup d'eau est absorbée dans l'organisme, dans le sang, donc on va avoir une hyponatrémie, donc une hyperhydratation. Il y a beaucoup d'eau dans le sang, donc la concentration du NaCl, l'osmolarité va diminuer. Et l'hyperhydratation va se répercuter sur l'hydratation cellulaire, donc il va y avoir une entrée d'eau importante dans l'eau, dans les cellules. Voilà, donc ça c'est un petit peu les effets. Pour la Madame, deuxième... Oui. Vous pouvez revenir à la diapo d'avant, s'il vous plaît. Voilà, ça. Pour le diabète insipide, la polydepsie, c'est la soif. Oui. D'accord, merci madame. Polyurie, c'est l'augmentation de sécrétion urinaire qui va conduire, bien sûr, à la polydepsie. D'accord? Oui, d'accord, merci madame. Voilà. Alors, l'ocytocine, la deuxième neurohormone qui est libérée par la neurohypophyse. C'est un nanopeptide, toujours, il a 9 acides aminés, synthétisé au noyau du noyau, surtout paraventriculaire. Transport axonal lié à la neurophysine. Vous voyez, donc au niveau de l'axone, il est conduit de corps cellulaire vers la terminaison axonale par un autre transporteur qu'on appelle neurophysine 1. Stocké dans des granules sécrétoires au niveau de la neurohypophyse en attendant la stimulation et donc l'exocytose dans la cellule, dans le sang, pardon. Alors, la régulation. Qu'est-ce qui stimule la sécrétion de l'ocytocine? Tout d'abord, vous savez que l'ocytocine, le rôle de l'ocytocine surtout, donc, alors c'est il est très connu chez la femme. Chez l'homme, donc on lui attribue d'autres rôles, donc probablement donc l'affection, les liens affectifs, etc. Mais chez la femme, donc c'est surtout donc la contraction des cellules musculaires lisses, la contraction des cellules musculaires lisses. Donc on va les trouver dans 2 cas, dans le cas de la tétée, donc l'éjection du lait, donc l'allaitement, et aussi dans les contractions utérines lors de l'accouchement. Voilà. Donc, qu'est-ce qui stimule ces cellules, les noyaux paraventriculaires pour la stimulation de la libération de l'ocytocine? La tétée. Donc, quand un bébé tète, donc il y a des afférences à partir des mécanorécepteurs situés dans le mamelon qui stimulent la sécrétion, le maintien, surtout la tétée pour le maintien de la sécrétion du lait. Vous avez aussi distension du col utérin. Alors, la distension du col utérin, donc stimule lors de l'accouchement. Donc, plus il y a une distension, plus il y a des afférences qui viennent pour la stimulation de la sécrétion de l'ocytocine. Et l'ocytocine contracte les cellules de l'utérus pour, bien sûr, expulser le bébé. Distension vaginale également. Donc, les deux lors de l'accouchement. Voilà. Donc, l'ocytocine. Oui. Je veux dire, l'ocytocine, il n'est pas sécrété s'il n'y a pas d'accouchement ou bien allaitement. Il y a une petite sécrétion, mais un taux qui est très bas. C'est ce qu'on appelle la sécrétion de base, d'accord? D'accord, merci. C'est-à-dire, sa concentration dans le sang, elle n'est pas... elle fluctue, ça dépend des cas. Par exemple, lors de la contraction utérine, il est très élevé. Lors de l'éjection du bébé, il est très élevé, d'accord?
Mais dans des cas normaux comme ça, dans des cas où il n'y a pas d'accouchement, il n'y a pas de production, d'éjection du lait, donc il est plus ou moins donc, stable. D'accord? Vous savez que quand il y a, dans certains cas, il y a anomalie de contraction chez les femmes. Chez certaines femmes, il n'y a pas de contraction. Donc, on l'injecte. La femme reçoit de l'ocytocine par injection pour stimuler donc la contraction de l'utérus pour l'accouchement. D'accord? D'accord, merci. Voilà. Donc, et mode d'action de l'ocytocine. Alors, l'ocytocine, donc, c'est un récepteur. Elle a un récepteur couplé aux protéines G, comme le nom l'indique. Regardez bien. Et elle agit via donc phosphatidylate inositol. Donc vous vous rappelez l'année passée quand on a fait la transduction via l'inositol. Donc ici donc via le calcium et protéines kinasées, donc le calcium. Donc ça bien sûr parce que l'ocytocine agit sur les cellules musculaires lisses et que les cellules musculaires lisses, bien sûr, la libération de calcium du réticulum endoplasmique provoque donc la contraction musculaire de ces cellules. Ça, c'est juste... Alors, régulation de la sécrétion d'ocytocine. Alors, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, regardez bien l'ocytocine. Il intervient dans la contraction utérine, l'utérus. Donc, parce que l'utérus, c'est formé de cellules musculaires lisses surtout. Donc, engagement du bébé. Donc, le bébé commence à... Plus il commence à s'engager pour sortir du col de l'utérus, plus donc il y a distension des parois et plus ces cellules reçoivent des afférences à partir de l'utérus et plus l'ocytocine est libérée, et ainsi de suite. D'accord? Alors, dilatation du col, voilà, donc des mécanorécepteurs qui sont libérés, qui sont stimulés, et on voit des afférences vers... Alors, c'est pas, la flèche doit être ici, hein, la flèche bleue ici. Et donc, ces cellules vont libérer de l'ocytocine jusqu'à l'expulsion totale du bébé. Aussi, également, l'ocytocine, regardez bien, les glandes mammaires, elles sont qui produisent du lait. La production du lait, attention, elle est stimulée par la prolactine. La prolactine, mais cependant, l'éjection du lait, l'excrétion du lait est stimulée par l'ocytocine. Pourquoi? Parce que ces glandes sont entourées par des cellules lisses, musculaires lisses, qu'on appelle des myoépithéliales, des cellules myoépithéliales, et que ces cellules donc, subcontractent quand elles sont stimulées par l'ocytocine et donc l'éjection du lait. Et la tétée, regardez un bébé quand il tète, la succion de mamelon, donc stimule les mécanorécepteurs et provoque la libération de l'ocytocine. Et donc là, vous allez avoir un entretien, c'est-à-dire la sécrétion de l'ocytocine est maintenue. D'accord? Est maintenue. C'est pourquoi une femme qui allait, il faut toujours qu'elle allaite pour maintenir la sécrétion d'ocytocine et donc l'éjection du lait aussi. Voilà. Maintenant, ça c'est pour les deux hormones de la neurohypophyse, donc l'ADH et l'ocytocine. Là, vous avez les hormones adéno-hypophysaires. Donc, vous avez des hormones qui sont libérées par l'adéno-hypophyse. Celles qu'on a citées sont, donc il y en a beaucoup. Les hormones hypophysaires, donc vous avez, par exemple, de l'adénohypophyse, vous avez FSH-LH, qu'on a dit tout à l'heure, ACTH, adrénocorticotropique, FSH, c'est folliculo-stimulating hormone, LH, luteinizing hormone, adrénocorticotropique hormone, thyréo-stimulating hormone, prolactine et growth hormone. Voilà. Donc ça, toutes ces hormones, donc, bien sûr, elles sont des hormones de l'adénohypophyse et elles ont des cibles particulières, donc chacune. Alors, les hormones hypophysaires, vous avez l'hormone de croissance et la prolactine, vous avez les stimulants
hypophysaire, action sur les glandes endocrines périphériques, donc corticotrophine, ACTH, thyréostimuline, TSH et les hormones gonadotropes, FSH et LH. Hormones gonadotropes libérées par les cellules gonadotropes. Voilà. TSH libérées par les cellules thyréotropes. Les cellules thyréotropes. ACTH libérées par, cellules corticales. Pourquoi on n'a pas classé les premiers hormones parmi les stimulines hypophysaires? Quelle hormone? L'hormone de croissance, c'est la prolactine. Madame. Oui, je vous entends. Alors, pourquoi? Parce que hormone de croissance, en fait, elle n'agit pas sur des glandes, en quelque sorte. D'accord. La prolactine, on l'a mis ici. D'accord? Elle est là. Donc, en général, elles stimulent toutes. Mais ce nom stimulating, c'est comme le FSH, TSH. TSH, stimulating, d'accord? Elles stimulent toutes des glandes, d'autres. Si ce n'est pas des glandes, des organes. Par exemple, la GH, c'est la seule qui n'est pas, en fait, elle n'a pas une action directe sur une glande, d'accord? La GH, elle agit sur le foie pour libérer un autre intermédiaire, mais elle a un rôle un peu plus général. D'accord? Il ne faut pas faire attention à ces mots en français. D'accord? Ok. L'essentiel, elles stimulent toutes. Bien sûr. Elles stimulent, c'est-à-dire elles ont toute une cible, une glande cible, à part, bien sûr, la GH. D'accord? La prolactine, par exemple, prolactine, c'est glande mammaire. La TSH, c'est la thyroïde. La CTH, c'est le cortex surrénalien. FSH et LH, donc c'est vous voyez bien, c'est les gonades. Alors, si on prend l'hormone de croissance d'abord, donc on va voir une par une, d'accord? C'est pas tout. L'hormone de croissance, une place centrale, alors stimule la croissance et le développement postnatal. Son nom l'indique, stimule la croissance, d'accord? Hormone polypeptidique de 191 acides aminés. Donc, elle a une homologie de structure primaire avec la prolactine et hormone placentaire ici. HPL. Donc, elle ressemble un petit peu à la prolactine. Donc, structure qui se ressemble. Le gène qui code pour l'hormone de croissance, il est situé sur le chromosome 17, celui de la prolactine, il est sur le chromosome 6. Spécificité d'espèce et antigénicité, c'est-à-dire ici, vous ne pouvez pas prendre l'hormone de croissance d'une espèce animale et vous allez l'injecter dans une autre espèce et là, vous allez avoir action. Donc, il y a une spécificité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est différente d'une espèce à une autre. Synthèse et stockage dans les cellules somatotropes de l'antéhypophyse. La spécificité d'espèce et antigénicité, et pourtant, en fait, il y a une ressemblance chez certaines espèces. Là, il y a par exemple, avant, on mettait l'hormone de croissance de porc chez l'homme. Mais pourquoi le porc, le cochon? Parce que, en fait, probablement, il y a un petit peu une ressemblance, parce que vous savez que au niveau métabolique, le porc, le cochon, c'est celui qui ressemble le plus à l'homme. D'accord? Donc là, je ne sais pas, spécificité d'espèce et d'antigénicité, certainement avec d'autres espèces, voilà. En général, pas à 100%. Alors, synthèse et stockage dans les cellules somatotropes de l'antéhypophyse. Donc là, on a au niveau de l'adénohypophyse des cellules qu'on appelle somatotropes.
Donc, elle synthèse. Il y a un stockage à ce niveau, 50% stockage, c'est-à-dire c'est pas 100%. Donc, si ces cellules sont stimulées, donc elles libèrent, il y a un pourcentage qui est stocké et un pourcentage qui est donc synthétisé en même temps. Action ubiquitaire, c'est-à-dire un peu en général, c'est-à-dire il a une action générale. C'est pas vraiment, il n'a pas une action bien précise. Alors, direct ou médié par les somatomédines ou insuline growth factor. Donc ici, insuline growth factor, donc c'est ça qui est libéré synthétisé surtout, il est synthétisé par d'autres cellules, mais surtout par les cellules hépatiques sous l'action de l'hormone de croissance. Donc l'hormone de croissance, elle agit soit directement sur les cellules, soit via donc IGF, insuline-like growth factor. Donc IGF qui est libéré surtout par le foie sous l'action de l'hormone de croissance. Alors, ici, l'hormone de croissance, donc c'est la sécrétion. La sécrétion de l'hormone de croissance, elle n'est pas stable pendant la journée. En fait, il y a des pics sécrétoires, une sécrétion pulsatile. Alors, 4 sur 5 de la sécrétion, elle est nocturne, donc dans la nuit. Donc vous avez 3 à 5 pics chez l'enfant et 1 à 2 chez l'adulte. En fait, vous voyez bien que chez l'enfant, donc pourquoi? Parce que l'enfant doit donc croître son organisme, la croissance elle est plus importante. Donc 3 à 5 pics chez l'enfant. Donc c'est pourquoi l'enfant doit dormir très, très bien, justement, parce que c'est pendant ces pics qu'il y a une augmentation de la sécrétion de l'hormone de croissance et elle est bien pour sa croissance. Et bien sûr, faible chez l'adulte, surtout parce que la croissance, donc l'hormone de croissance, elle a d'autres rôles, mais c'est-à-dire chez l'enfant, le rôle plus important, c'est la croissance. Chez l'adulte, l'hormone de croissance, elle a d'autres rôles. Alors, sécrétion maximale au cours de la puberté, voilà, bien sûr, la puberté parce qu'il y a la croissance, puis diminue, ensuite avec l'âge. Voilà. Donc ici, la croissance, elle est normale, 2 nanogrammes par millilitre, voilà un pic, 3 heures après le repas. On peut avoir un autre pic après un exercice physique. Ici, vous allez regarder 90 minutes de sommeil. Le sommeil lent profond, on a le plus grand pic. Voilà. Donc, c'est bien de laisser les enfants. Donc, c'est pourquoi, même avant, nos ancêtres, ils disaient les enfants doivent dormir pour donc, devenir grands. Et vous savez ça. Alors, donc, transport plasmatique de l'hormone de croissance et de l'insuline growth factor, donc son intermédiaire. Bien sûr, l'hormone de croissance, elle est transportée par ce qu'on appelle binding protein, donc ce sont des protéines de transport. Voilà. Alors, l'hormone de croissance, elle agit soit sur des tissus cibles directement, donc vous avez ici le récepteur à l'hormone de croissance, et aussi l'hormone de croissance, elle a un récepteur au niveau du foie, et là, c'est pour, on vient de le dire, pour la production surtout de son intermédiaire, et l'insuline growth factor, qui a lui aussi un autre transporteur binding protein. Voilà, un autre transporteur qui est différent du transporteur de l'hormone de croissance dans le sang. Alors, le complexe hormone de croissance avec son transporteur, binding protein, 6 à 10 fois la demi-vie de la demi-vie de l'hormone de croissance libre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, le transporteur, il protège donc cette hormone de la destruction, de la dégradation enzymatique, etc. Donc, voilà. Alors, et bien sûr, ici, l'intermédiaire libéré par le foie, insuline growth factor,
agit aussi sur des cellules cibles. Pardon. Voilà. Et comme vous voyez, il est libéré également par les cellules d'autres cellules, mais en petite quantité. C'est surtout au niveau hépatique. Voilà pour ce schéma. Madame, elle est toujours transportée par la binding protein, Non, même si elle va partir vers les tissus cibles. Oui, bien sûr. Mais vous avez un petit pourcentage qui est libre. Hein. D'accord. Alors, effet métabolique de l'hormone de croissance. Alors, hormone de croissance, alors vous allez prendre les effets de l'insuline, il a des effets qui sont les contraires de l'insuline. C'est pourquoi on dit effet direct anti-insulinique. Donc, si vous prenez les effets de l'insuline, l'hormone de croissance va avoir des effets contraires à ceux de l'insuline. Par exemple, l'insuline, elle est hypoglycémiante, l'hormone de croissance, elle est hyperglycémiante. Ça, c'est un exemple. D'accord? Alors, donc elle agit sur le métabolisme des lipides, l'hormone de croissance. Donc, elle stimule la lipolyse. La lipolyse, donc au niveau de tissu adipeux, la dégradation des lipides, la dégradation des triglycérides et donc la libération des acides gras. Elle a un effet sur le métabolisme des glucides, donc comme son nom, on a dit anti-insulinique, donc c'est le contraire à l'insuline. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle stimule la glycogénolyse hépatique, donc insulinorésistance. Bon, donc elle stimule la glycogénolyse hépatique. Donc, elle stimule l'hormone de croissance, la dégradation de glycogène, ce qui va nous donner la libération de glucose dans le sang. Donc, effet diabétogène. Donc, généralement, bien sûr, un effet diabétogène, on le voit surtout quand il y a un problème de sécrétion de l'hormone de croissance. Parce que comme ça, l'état physiologique normal, son effet, bon, la sécrétion, elle est normale, donc il y a une régulation, on ne voit pas l'effet diabétogène, d'accord, de l'hormone de croissance parce que vous avez l'insuline qui est normale. Donc, l'équilibre, la régulation. Donc, mais dans le cas s'il y a un problème de libération, c'est un excès par exemple d'hormones de croissance, là on va voir un effet diabétogène. Donc, on va avoir un diabète, augmentation de la glycémie dans le sang. Glycémie. Alors, effet direct de l'hormone de croissance. Alors, ici, on a résumé, hein, sans entrer dans les détails. Non, là, je ne vais pas vous demander d'entrer parce qu'on en a beaucoup de choses. Hein. Les autres cours. Donc, juste, vous allez prendre juste des généralités en quelque sorte. Alors, l'hormone de croissance stimule, donc elle potentialise, c'est-à-dire elle favorise l'absorption du calcium et du magnésium au niveau intestinal. Également, la rétention du sodium, potassium, phosphate au niveau rénal. Et au niveau des tissus, mais surtout hépatique, la synthèse de son intermédiaire, l'insuline growth factor. Alors, effet de l'hormone de croissance sur le GH sur la croissance. Alors, bon, ce schéma nous montre la libération des hormones, des neurohormones hypothalamiques, donc growth factor releasing hormone, GHIH, qui agit sur l'adénohypophyse, sur les cellules somatotropes de l'adénohypophyse, et celles-ci libèrent de l'hormone de croissance. Alors, il faut savoir une chose. Les hormones hypothalamiques, regardez, hein, surtout celles vers l'adénohypophyse, généralement, elles ont une demi-vie très, très courte. Même la structure moléculaire, elles ont un poids moléculaire bas, c'est-à-dire quelques acides aminés, formés de quelques acides aminés, leur demi-vie, elle est courte. Alors, la GH libérée par le sang agit au niveau directement, mais aussi indirectement, comme on l'a dit, et elle libère donc son intermédiaire qui a presque le même effet que l'hormone de croissance. Alors, tissu adipeux, comme on l'a dit tout à l'heure, la lipogenèse, donc stimule
Donc, la lipolyse, mais l'hypogenèse aussi produit de... Donc, il y a l'hypogenèse aussi, c'est différent de la lipolyse. Hein. D'accord? Donc, l'insuline growth factor stimule également la lipogenèse. Anabolisme protéidique, donc la production la constitution, la production des protéines pour, bien sûr, au niveau musculaire, la constitution des muscles aussi. Également, elle agit sur l'os et le cartilage, croissance osseuse. Alors, vous savez que quand il y a la croissance, il y a une croissance qui provient du cartilage. Vous savez qu'un bébé, il a plus de cartilage, mais avec la croissance, ça se transforme en os. Donc, prolifération et différenciation des cellules cartilagineuses qui vont devenir des cellules osseuses. Voilà. Donc ça, je ne vous demande pas de détails, d'accord? Juste des généralités, en général. Parce qu'il y a beaucoup de choses en endocrino. Hein. On a beaucoup de... D'ailleurs, vous avez remarqué, on n'a pas pu faire le premier cours qui est la description d'endocrinologie en général. Régulation de la sécrétion de l'hormone de croissance. Alors, il faut savoir une chose, que vous avez des rétrocontrôles, des rétrocontrôles négatifs et positifs. Le rétrocontrôle positif, il est rare. On le trouve, on le voit surtout en LH et FSH, c'est-à-dire pour les organes génitaux, les organes de reproduction. Mais que les autres hormones, toutes, généralement, c'est un feedback, ce qu'on appelle un feedback négatif. Qu'est-ce que ça dit, un feedback? Alors, regardez bien, quand il y a libération d'hormones de croissance, quand l'hormone de croissance est libérée d'une façon importante, donc elle stimule la libération de l'hormone de GH/IH pour qu'elle l'inhibe, c'est une régulation, elle minimise la libération et, regardez bien, elle inhibe la libération de le lysing hormone. Elle peut également. Donc, la GH, que son intermédiaire également fait la même chose. D'accord? Il fait la même chose, mais aussi, son intermédiaire, il peut agir également au niveau de l'hypophyse sur les cellules somatotropes pour l'inhibition de la libération de GH. Vous voyez? Donc, la régulation, le rétrocontrôle se fait à différents niveaux. Alors, un rétrocontrôle, donc, l'hormone de croissance, elle peut agir, donc, elle va agir sur l'hypothalamus, les cellules qui libèrent soit GHRH, elle les inhibe et elle stimule GHIH, soit, donc, aussi, l'intermédiaire, il va agir également la même chose, mais aussi, il va agir aussi sur les cellules somatotropes de l'adénohypophyse pour inhiber la libération de l'hormone de croissance. Vous voyez bien. Ça, c'est pour réguler, c'est pour ne pas laisser cette hormone comme ça être libérée d'une façon non contrôlée. Et vous avez une autre hormone qu'on appelle la gréline. Donc là, on l'a mentionné. Alors, donc la gréline, c'est quoi? La gréline, j'ai rajouté ce petit texte. La gréline est une hormone fabriquée dans l'estomac, l'intestin grêle et le pancréas. La gréline est connue par son rôle dans la stimulation de l'appétit, la régulation du glucose et de l'insuline. Donc, vous voyez bien que elle est stimulée par le tube digestif, elle est libérée par les parties du tube digestif, voilà, et elle agit, donc elle stimule la libération de GHRH, donc elle stimule indirectement la libération de l'hormone de croissance. D'accord? Voilà. L'hormone, donc ici, regardez bien, l'hypoglycémie stimule la sécrétion de GHRH. Hypoglycémie, c'est tout à fait logique, parce que la GH, elle est hyperglycémiante. Le sommeil profond, on l'a déjà vu, donc les pics pulsatifs, le stress aussi.
Donc, attention, ça, quand on met ici 4, ça veut dire, donc selon, c'est-à-dire l'importance, surtout l'hypoglycémie, le sommeil profond, et à moindre degré, stress et exercice physique. Voilà. Donc ça, donc c'est la régulation de la sécrétion de l'hormone de croissance. Alors bien sûr, l'hormone de croissance, il y a des pathologies qui affectent la libération de l'hormone. Quand il y a alors l'insuffisance de sécrétion, alors insuffisance de sécrétion par lésion, par anomalie génétique, par voilà. Si elle survient, cette insuffisance de la sécrétion de l'hormone de croissance chez un sujet jeune, c'est-à-dire avant la puberté. Donc, bien sûr, on va avoir un problème de nanisme. On va voir les enfants qui ne peuvent pas grandir. Et là, généralement, maintenant, on n'a plus de problème hein, parce que on surveille nos enfants. S'ils ont un problème ils ne grandissent pas, bon, ils font un dosage, ils vont diagnostiquer un problème et là, ils vont donc recevoir des injections d'hormones de croissance, c'est d'accord, synthétiques, etc. Madame, oui. Les injections vont être avant la puberté. Bien sûr, avant la puberté. Après la puberté, c'est elles n'auront aucun problème, elles n'auront aucun effet. D'accord. Alors, sujet âgé, la personne, elle a une insuffisance de sécrétion, mais bien sûr, cette insuffisance, elle est parvenue après la puberté. Donc, il n'a pas de problème de croissance, il a la taille normale et tout, mais juste, il va avoir des troubles métaboliques. Pourquoi? Parce que l'hormone de croissance, elle a des effets métaboliques, mais en fait, c'est à moindre... il n'y a pas de problème. Hein. Il ne va pas y avoir de problème, juste quelques... c'est-à-dire peut-être en fait on ne nous signale pas qu'une personne elle a beaucoup de problèmes après la puberté suite à une insuffisance de l'hormone de croissance, d'accord? Parce qu'on peut généralement une prise de médicaments peut masquer ce manque. Par contre, s'il y a une hypersécrétion, alors l'hypersécrétion, survient avant la puberté. Donc, on va avoir un gigantisme. Là, c'est un problème. Donc, ça, généralement, on ne peut pas... c'est très difficile à contrôler. Bon, sauf maintenant, je ne sais pas comment ils font actuellement. Mais c'est un petit peu rare. D'accord? Mais s'il survient avant la puberté, on va avoir un gigantisme. Donc, les personnes sont géantes. Mais si ça se passe après, donc l'hypersécrétion est devenue, par exemple une tumeur ou autre chose, est devenue après la puberté, donc ici on va avoir ce qu'on appelle une acromégalie. Alors pourquoi? Parce que ici, s'il y a une hypersécrétion après l'âge adulte, l'os ne peut pas grandir dans le sens de longueur, ça y est, parce qu'il y a une limite. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va s'épaissir, l'os va s'épaissir. Donc, généralement, chez les personnes qui ont de l'acromégalie, chez ces personnes, on va voir, par exemple, le visage, les mâchoires, elles sont très larges. Les mains, elles sont très, très larges. Donc, l'os va grandir dans le sens de la largeur. Et bien sûr, ces personnes qui ont de l'hypersécrétion, ils vont avoir aussi des troubles métaboliques, par exemple, ils vont avoir un diabète sucré secondaire. Secondaire, pourquoi on l'appelle secondaire? C'est-à-dire, c'est un diabète qui n'est pas dû à un manque d'insuline, mais à une hypersécrétion d'hormones de croissance. Mais c'est un diabète. Voilà. Ouais. Oui. Cette insuffisance ou bien une hypersécrétion, elle est génétique? En fait, ça peut. Il y a beaucoup de facteurs, d'accord? Il y a des facteurs. Le gigantisme, par exemple, on nous a jamais mentionné que le gigantisme est héréditaire, d'accord? C'est très rare. Ou l'acromégalie, d'accord?
moi, je pense que ce sont des anomalies, par exemple, dues à des fonctions, c'est-à-dire anomalies fonctionnelles, des mutations, par exemple, d'accord, ou des tumeurs, ok, aussi. D'accord? Ça veut dire, il n'a pas eu une relation avec la façon, la situation des jeunes, ou bien. C'est-à-dire, moi, par exemple, moi, personnellement, je n'ai jamais entendu parler que l'acromégalie ou le gigantisme sont héréditaires. D'accord? Un géant, ou celui qui a l'acromégalie ne va pas avoir un... D'accord? Cependant, maintenant, on peut chercher sur Internet, par exemple, si on met... là, je vais voir, acromégalie, acromégalie, on va voir. Je vais voir. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va répondre. Voilà, l'acromégalie est généralement non héréditaire. D'accord? Mais dans de cas rares, elle peut avoir une composante génétique. Donc, s'il y a par exemple, des mutations. D'accord? C'est normal. S'il y a des mutations, ça peut être héréditaire, mais c'est très rare. Généralement, on n'est pas héréditaire. La même chose pour le gigantisme. OK? D'accord, donc c'est pas forcément si un homme, il est gigantisme, il va avoir des enfants. Non, pas du tout. En fait, on nous donne, généralement, si c'est un gigantisme, c'est des cas sporadiques. Sporadiques, c'est-à-dire spontanés. Des mutations spontanées non héréditaires. Par exemple, je vous ai donné surtout les tumeurs, même les tumeurs bénignes. Les adénomes hypophysaires, il y en a beaucoup. Enfin, il y a beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup de gigantisme. Ça dépend si elles touchent les cellules somatotropes. D'accord? D'accord, merci madame. De rien. Voilà. Donc, quand c'est héréditaire, c'est très rare, c'est à peu près 5%. Là, ici, rare, 5% au moins. D'accord? Voilà. Alors, donc ici, pour la prolactine. La prolactine, c'est une hormone, donc on a dit libérée par l'adénohypophyse. La prolactine, elle stimule la sécrétion, la production du lait dans les glandes. Mais attention, ne pas confondre avec l'ocytocine qui, elle, pour l'éjection du lait, la stimule. Donc, elle ne stimule pas les mêmes types de cellules. C'est vrai, c'est au niveau des glandes mammaires, mais ce n'est pas les mêmes. Prolactine, c'est les cellules glandulaires. Ocytocine, c'est les cellules myoépithéliales qui entourent les cellules glandulaires. Alors, hormone polypeptidique de 199 acides aminés, gène de la prolactine est situé dans le chromosome 6, synthèse et sécrétion par les cellules lactotropes de l'antéhypophyse. L'anté, c'est l'adénohypophyse, antérieure. Donc, les cellules qui libèrent de la prolactine, au niveau de l'adénohypophyse, on les appelle lactotropes. Voilà. Sa sécrétion augmente tout au long de la grossesse en réponse à l'augmentation de l'ostradiol. Bien sûr, vous savez que la femme, quand elle accouche, elle n'a pas le lait, il n'y a pas une sécrétion spontanée comme ça du lait, non. Pourquoi? Parce que donc, pendant la grossesse, déjà, donc il y a l'ostradiol, donc il y a l'augmentation le développement des glandes mammaires par les hormones progestérone, par les oestrogènes, mais déjà les cellules s'apprêtent, donc commencent à produire un tout petit peu, d'accord, pendant la grossesse. Et pendant l'accouchement, donc la tétée va stimuler plus la production du lait et également l'entretien également aussi de la production de prolactine. Sécrétion entretenue par la tétée surtout. Voilà.
Si une maman reste très longtemps sans téter, sans donner le sein à son bébé, en fait, il risque de sébant, c'est-à-dire la sécrétion du lait va s'arrêter. Voilà. Alors, pendant la puberté, la grossesse, Madame. vous voyez, oui. Donc, s'il n'y a pas de sécrétion de lait, il y a risque d'avortement ou quoi? En fait, la sécrétion du lait, surtout, Oui. c'est après l'accouchement. Il n'y a pas d'avortement. Ah, d'accord. D'accord. L'avortement, c'est quand ça n'a rien à voir. D'accord, merci Ok. beaucoup. Voilà. Oui, Donc, j'ai compris à l'envers. Merci, madame. Oui, voilà. Donc, la grossesse, alors vous voyez bien, commencement de développement des glandes mammaires, donc sous l'effet des hormones sexuelles, donc la progestérone et les oestrogènes. Et pendant l'allaitement, vous voyez bien que pourquoi les glandes, elles sont beaucoup plus importantes parce qu'il y a ici la prolactine. D'accord? Donc, la prolactine, suite à la stimulation des glandes, ces glandes vont être plus développées. Donc, voilà. Donc, lactogenèse, donc la production du lait. Développement de la glande mammaire, croissance des canaux alvéolaires au cours de la puberté. Développement lobulo-alvéolaire, donc des lobes alvéolaires durant la première grossesse. Bien sûr. Attendez, est-ce que c'est terminé? Non. Hypothalamus. Voilà. Donc ici, la sécrétion de prolactine, d'accord, par l'adénohypophyse est stimulée par la TRH, qui elle aussi stimule la libération de la TSH, d'accord, par l'adénohypophyse. Donc, ce sont des hormones. Donc, la prolactine est inhibée par la dopamine. Alors, c'est ce qu'on appelle inhibiting hormone. Donc, c'est la dopamine, d'accord? Alors, vous pouvez répéter son appellation, s'il vous plaît? Je n'ai pas bien entendu. Alors, on l'a appelé prolactine P inhibiting hormone. Donc, là, c'est pas méchant. Vous pouvez parce que actuellement, on l'appelle plus comme ça. On dit la dopamine, d'accord? La dopamine, c'est un neurotransmetteur aussi, d'accord? C'est un neurotransmetteur et il inhibe la libération de l'adénohypophyse. De la prolactine par l'adénohypophyse. Voilà, sécrétion lactée. Alors, bien sûr, là aussi, on a est-ce que vous pouvez éteindre le micro là? Il y a des étudiants qui ont... Voilà. Je pense elle n'est pas là, madame. Ah bon? C'est pour ça elle n'entend pas. Peut-être, oui. Maintenant, c'est bon. Alors, la prolactine, on a aussi un rétrocontrôle négatif. Donc, quand il y a trop de prolactine qui est libérée, bien sûr, ça inhibe la sécrétion de la prolactine, inhibe elle-même sa sécrétion sur les cellules lactotropes au niveau de l'adénohypophyse. Donc, c'est un rétrocontrôle négatif, c'est normal. Vous avez également donc trop de la prolactine, elle inhibe. Donc, regardez bien ici. Gonadotropine, le lysing hormone. Ça, c'est important. Alors, gonadotropine, le lysing hormone, c'est celle qui stimule la libération de la FSH et RH par l'adénohypophyse. Donc, la prolactine, quand elle est libérée, elle part aussi vers l'hypothalamus pour inhiber cette neurohormone. Et si elle est inhibée, on ne va pas avoir la FSH et LH et donc on ne va pas avoir le pic ovulatoire, l'ovulation, ce qu'on appelle anovulation. C'est pourquoi on vous dit la femme qui allaite, c'est une contraception. C'est-à-dire, elle ne peut pas tomber enceinte. Elle ne peut pas avoir d'ovulation. Est-ce que vous avez compris? C'est bon? Oui, madame. Oui,
Mais attention, c'est une contraception, mais elle n'est pas efficace à 100%. Attention. Pourquoi? Parce que la femme, elle doit allaiter d'une façon très importante. Et comme vous savez, actuellement, la femme, généralement, elle n'allaite pas à 100%. Elle donne aussi de biberon pour son bébé. Il y a certaines qui font 50-50 à peu près, pas 100%. Bon, il y en a certaines qui le font, c'est rare. Généralement, c'est les femmes au foyer, etc. D'accord? Donc, c'est pourquoi, bon, des fois, ça marche, mais des fois, ça ne marche pas. Alors, donc, ici, c'est normal, lors de la grossesse, les oestrogènes stimulent la production de la prolactine pour le développement et bien sûr le début de production du lait dans les glandes mammaires, L'ATT, elle sert surtout au maintien de la production de la prolactine. Vous voyez bien que l'ATT est très importante pour la production de la prolactine, mais aussi pour la production de l'ocytocine. Donc, vous voyez, pour la synthèse du lait et son éjection par deux hormones qui sont différentes, l'ATT, via bien sûr les mécanorécepteurs. Voilà, on a terminé pour ce cours. Si vous voulez, je vais voir le deuxième cours là. Voilà, ici par exemple, le cours, donc ce sont des généralités. Celui, vous voyez, alors des généralités, il est très bien, donc c'est pas vraiment compliqué. Donc c'est ce qu'on a fait, hein. Voilà, structure, voilà, donc les hormones. On a vu beaucoup de choses l'année passée. Attendez, je vais voir. Oui, vous voyez les différentes hormones. Ça ressemble même un peu à la biochimie. Bien sûr, il y a beaucoup. Vous allez voir que vraiment, c'est presque pareil. Pourquoi? Parce que la biochimie, ils ne peuvent pas faire l'endocrino sans toucher à la physiologie. C'est impossible. D'accord? Oui. Voilà, il est très bien. De toute façon, vous allez le lire, il est très très clair. Ça ne nécessite pas, même pas, voilà. Et là, un petit peu sur les récepteurs, sur les récepteurs qu'on a déjà vus, récepteurs couplés aux protéines G, voilà, enzymatiques, les récepteurs canaux. Voilà. Donc ça, on l'a déjà vu. Voilà. Donc voilà. C'est bon? Donc je vais vous envoyer le cours. Est-ce que ça va, en général? Oui, madame. Oui, madame, ça je vais va. vous envoyer les deux diapos et c'est tout. Hein. C'est pas la peine d'avoir un support. Vous allez utiliser ces deux diapos comme support. Les deux diapos que vous nous avez montré aujourd'hui. Oui, les deux. C'est-à-dire, les deux diapos, les deux cours d'aujourd'hui. D'accord. C'est tout. Vous n'allez pas avoir un autre support, d'accord? D'accord, merci beaucoup, madame. Quoi? Oui, de l'année passée. La même chose. C'est le même. C'est le même. Donc, on va les diapos. C'est les mêmes cours que j'ai donnés. Je n'ai même pas... En fait, je n'ai pas changé. Rien du tout. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de faute. Ok, madame. Donc, vas-y. Quel est diapo d'ailleurs? Ça suffit. Voilà, c'est les deux cours sous forme de PowerPoint. C'est tout. Pour la physiologie, d'accord? D'accord. Pas la peine de voir les autres. Oui. Vous pouvez expliquer le rôle de l'IGF. De quoi? IGF. J'ai pas compris. Ah oui, je n'ai pas entendu. En fait, il a presque le même rôle que l'hormone de croissance, d'accord? Alors, il agit sur... alors, vous allez... je vais voir une chose, je vais voir quelque chose de particulier. Parce qu'il y a quelque chose en endocrino, quand vous êtes dans...
les hormones, il y a des effets qui sont un petit peu soit contradictoires. Donc, attendez, parce que j'ai fermé les deux cours. Hein. Endocrinologie, introduction à la physiologie, métabolisme. Alors, voilà, il est là, le cours. Hein? Voilà. Donc, justement, moi, je veux vérifier quelque chose qui est important concernant l'hormone de croissance et l'hormone de croissance et le facteur intermédiaire. Voilà, ici. Voilà. Donc, vous allez me attendre 2 minutes. Attendez, je vais vérifier sur Internet. Alors. Et alors, je vais voir. Voilà. Alors, effet, l'hormone de croissance et son principal intermédiaire, donc insuline growth factor 1, ont des effets différents sur le tissu adipeux. Parce que tout à l'heure, regardez bien. Regardez, l'hormone de croissance, là, stimule la lipolyse. La lipolyse, c'est le contraire de la lipogenèse. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Madame. Voilà. Donc, la lipolyse, effet direct de l'hormone de croissance sur le tissu adipeux. Donc, on a dit, donc, c'est la lipolyse, c'est la dégradation des triglycérides, des graisses, d'accord? Donc, l'hormone de croissance, directement, hein, effet direct de l'hormone de croissance sur les tissus adipeux. L'hormone de croissance stimule la libération des acides gras. D'accord? En activant des enzymes lipolytiques. Bien sûr, la lipolyse, donc elle stimule, elle active les enzymes de la lipolyse. D'accord? Donc, l'hormone de croissance, elle réduit le stockage des triglycérides dans les adipocytes. Alors, voilà. Maintenant, donc l'hormone de croissance aussi, comme on l'a dit, elle diminue l'absorption de glucose, voilà, et aussi elle limite la lipogenèse. C'est le contraire, vous voyez. Donc l'hormone de croissance, elle stimule la lipolyse et diminue la lipogenèse, parce qu'elle ne peut pas avoir un effet contradictoire, d'accord? Elle diminue la lipogenèse, donc la production des triglycérides, le contraire. Est-ce que ça va? Non. Non. Comment ça? Répétez plus. Répétez un peu plus. Alors, vous savez c'est quoi une lipolyse? Dégradation des lipides. C'est la dégradation des triglycérides. Très bien. À quel niveau? Dans quel tissu? Adipeux. Donc, l'hormone de croissance stimule la lipolyse. D'accord? Vous êtes d'accord? Oui. Voilà. Et elle limite, c'est-à-dire elle a un effet inhibiteur un petit peu sur la lipogenèse. C'est tout à fait logique. Oui, elle ne peut pas avoir des effets contradictoires, comme vous l'avez dit. Exactement. Maintenant, pour l'insuline growth factor, donc son intermédiaire, d'accord? Oui. Donc, elle inhibe partiellement la lipolyse. C'est-à-dire, c'est le contraire. C'est l'inverse.
Voilà. Donc, elle inhibe partiellement la lipolyse et contrebalance partiellement l'effet lipolytique de l'un, contribue à l'équilibre métabolique. Voilà. Mais anabolisant. Donc, qu'est-ce que je vais vous demander là, par exemple? Voilà, ici. Regardez, est-ce que vous voyez ce schéma? D'accord? Ce schéma. Alors, ça, il est juste. Ça, par contre, tissu adipeux, lipogenèse. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Ici, parce que quand on le voit comme ça, ici, c'est l'intermédiaire. On va croire que ça stimule vraiment la lipogenèse. Est-ce que c'est vrai ou non? Oui, madame, indirectement. Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais vous demander? Parce que vraiment, c'est pas juste. Hein. Parce que si on le fait comme ça, si on lèche le schéma comme ça, je vais le corriger après. Hein. Ça, c'est une... donc, là, c'est pas beaucoup. C'est très, très peu. Là, on le signale pas, on le mentionne pas beaucoup dans les ouvrages. Comme quoi, l'insuline growth factor stimule la lipogenèse. En fait, il a un effet minime de la lipolyse. C'est-à-dire, l'hormone de croissance, elle a un effet important sur la lipolyse. L'insuline growth factor, elle a un effet moins important. Est-ce que vous avez compris? Oui, mais tu as dit qu'elle inhibe. Oui. Non. L'hormone de croissance. Elle inhibe, c'est un peu diminue, non? Je parle de la lipolyse. Ah, d'accord. Je pensais pas. La lipolyse. L'hormone de croissance stimule la lipolyse. Le tissu, l'intermédiaire, l'insuline growth factor, c'est-à-dire, elle stimule la lipolyse, mais très peu. Très peu. Elle a un effet sur la lipolyse. Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est une lipogenèse. C'est-à-dire, une hormone, quand elle... je vais vous l'enlever tout de suite. Madame, mais vous avez dit que l'IGF, elle inhibe partiellement la lipolyse. Donc, c'est faux. On dit elle stimule, mais pas important. Pas de manière importante. Oui, elle stimule partiellement. Pas elle inhibe partiellement. Si elle dire les deux. Oui, ça revient aux mêmes choses, d'accord? Donc, on dit elle le stimule partiellement. Oui, ça dépend. Un verre à moitié plein, à moitié vide. D'accord? Alors ici, tissu adipeux. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Alors, ici, on va mettre lipolyse faible. D'accord? Lipolyse faible. Parce que je ne veux pas mettre l'hypogenèse. L'hypogenèse, c'est le contraire. Et si on le laisse comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il stimule la lipogenèse. Est-ce que vous avez compris? Et c'est quoi son rôle sur la lipogenèse? En fait, attendez, je vais mettre ici. Alors. Attendez. Regardez qu'est-ce qui est écrit. L'insuline growth a un effet complexe et contextuel. Vous avez vu sur la lipogenèse. Donc, c'est un petit peu synthèse des acides gras et stockage sous forme de triglycérides dans les tissus, différent de celui de l'hormone de croissance. Voici des mécanismes détaillés. Donc, augmentation de l'absorption. Donc, c'est un petit peu inhibition de la lipolyse. Voilà, c'est un petit peu...
Ok. Donc, lipolyse faible. Et vous mettez bon, on va le laisser comme ça. Je sais pas ce que je vais mettre l'hypogenèse, mais c'est pas vraiment un, c'est un petit peu, ils disent ici un petit peu, c'est complexe. Synthèse des acides gras et stockage sous forme de triglycérides dans les tissus. Mais dans les tissus, différent de celui de l'hormone de croissance, facile mécanisme. Le stockage et la synthèse, c'est la lipogenèse, non? Oui, la glycogenèse, oui. Mais il a aussi un effet sur la lipolyse. Donc, tissu adipeux, lipolyse faible, mettez, lipolyse faible. Alors, on peut mettre... voilà. Madame, elle inhibe la lipolyse et elle stimule la lipogenèse. Oui, mais elle n'inhibe pas complètement. Vous avez compris? Lipolyse. Alors, on peut mettre oui, c'est comme une ça. condition. Oui. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre, c'est très facile. Regardez, je vais mettre plus. D'accord? Je vais mettre une virgule plus lipogenèse. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a un effet sur la lipolyse, un peu plus sur la lipogenèse. Vous êtes d'accord? Oui. Ici, stimule la lipolyse, mais elle a un peu plus un rôle sur la lipogenèse. Ici, par rapport à l'hormone de croissance, donc elle a un effet plus important. C'est-à-dire, je peux mettre ici 2 plus. Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà. C'est-à-dire, si on fait la comparaison entre la lipolyse de la GH avec la lipolyse de son intermédiaire, regardez, il a un seul plus, ici la lipolyse, et l'hormone de croissance, elle a 2 plus. C'est-à-dire, elle a un effet plus important. C'est bon? Madame, du coup, si la GRH elle agit directement, elle a un effet beaucoup plus important sur la lipolyse. Oui. C'est le contraire pour son intermédiaire. Exactement. C'est-à-dire, oui. non, c'est-à-dire si il y en a les deux. Généralement, ils agissent les deux. Donc, la GH, elle a un effet plus important sur la lipolyse que l'autre, que son intermédiaire. D'accord? Madame, Oui. growth hormone, à cause insuline, growth hormone, tout le temps, ils ont la même action sur les tissus. Si le GH, il inhibe, le IGF, il inhibe aussi. En fait, vous savez, ils sont libérés. Si on a GH, on va avoir automatiquement l'insuline growth hormone, donc ils sont tous les deux. Ils agissent tous les deux. Mais seulement, l'action de l'un et de l'autre peuvent être différents. D'accord? C'est pas tout le temps la même chose. Non, c'est pas. Enfin, voilà. D'ailleurs, on a vu l'exemple. Regardez l'exemple. L'exemple sur la lipolyse et la lipogenèse. L'hormone de croissance, elle n'a pas un effet sur la lipogenèse. D'accord? Voilà. Par exemple, glycogénolysé, hépatique surtout. Or, par exemple, l'hormone de croissance sur la glycogénolyse, c'est très peu. Sur la croissance, par exemple, elle a un rôle plus important. Vous voyez, donc sur l'anabolisme protéique, elle a un rôle plus important. Vous voyez, donc il y a en quelque sorte des préférences. Et là, ça peut s'expliquer, par exemple, la présence de récepteurs, probablement, d'accord? Au niveau de l'os, du cartilage, il y a plus de récepteurs. C'est un exemple. Plus de récepteurs pour l'intermédiaire que pour l'hormone de croissance, et ainsi de suite. OK? Est-ce que c'est clair pour l'étudiant qui vient de me dire la différence entre l'hormone de croissance et son intermédiaire? Est-ce que c'est clair? Oui, madame, oui. Voilà. Donc, je préfère le laisser comme ça, d'accord? Puisqu'on a vu. Donc, le plus, c'est en comparaison
les deux ici. Les deux. Ça, c'est local. Le plus, lipolyse avec l'autre. Donc, c'est entre les deux. Plus, ça veut dire il est plus lipolyse que ce dernier. Voilà. Voilà, donc... voilà, déjà, il y a beaucoup de choses à retenir, d'accord? Surtout quand il s'agit d'hormones, parce qu'il n'y en a pas une seule ou deux, il y en a beaucoup, plusieurs hormones, et chacune a des effets différents. Voilà. Ok, donc je vais vous envoyer les deux cours maintenant. Et la prochaine fois. Donc, oui, samedi peut-être. C'est quand la prochaine séance, s'il vous plaît? Le samedi. Le samedi, à quelle heure? 13h toujours? Alors, je ne sais pas, aujourd'hui on a commencé à quelle heure? On a commencé à 4h moins, 15h40 à peu près, 15h45. Je ne sais pas, on peut faire le samedi à 15h, si vous voulez. Madame, on veut un peu plus tôt. Combien? Oui, de préférence 1h ou bien le matin, c'est possible, 10h ou 11h. Oui, ou bien à 13h. Ou bien le matin. Voilà, début d'après-midi. En fait, le samedi, dans ce cas-là, moi, je préfère le matin, à 10h. Pas mal, 10h, oui, c'est très bien. À 10h, c'est mieux. Oui, 10h, 10h30 à peu près. À 1h, voilà. À 1h, si on coupe la journée en deux. À 1h, on peut rien. C'est-à-dire, la matinée, on la perd, l'après-midi, on la perd. La matinée, comme ça, l'après-midi sera libre. C'est mieux. Oui. On va faire comme ça, 10h. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Voilà, madame. Le prochain cours sera la glande thyroïde. Donc, si vous voulez, je peux vous envoyer aussi la glande thyroïde pour le prochain cours. C'est toujours le même support que l'année dernière. Ah oui, toujours les mêmes. D'accord. En fait, c'est des diapos. Elles sont très, très bien. Elles sont très claires, elles sont jolies, il n'y a pas de souci. Madame, la diapo est suffisante ou bien on rajoute le Non, cours c'est que vous allez envoyer? Non, c'est suffisant. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses. Donc, je ne peux pas accompagner ces cours avec des écrits, avec des textes. D'accord? Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. En endocrinologie, il faut connaître quoi? Il faut savoir surtout le mode d'action des hormones. C'est tout. D'accord? Oui. C'est ça l'essentiel. C'est la physiologie, mode d'action. Madame, j'ai une question. Oui. Pour l'AGH, oui. On avait dit qu'elle agit, donc elle a un effet sur la lipolyse et la lipogenèse. Non, c'est pas l'hormone de croissance qui a l'effet. L'hormone de croissance, elle n'a pas l'effet sur la lipogenèse. Donc seulement son intermédiaire. Oui. D'accord, merci. Voilà. C'est bon? Oui. Voilà. Donc, oui, c'est bon. On va partir. Oui, madame, c'est bon, oui. Ok. Donc, je vais vous envoyer tout de suite les deux cours, même la thyroïde. La thyroïde, et on va se voir le samedi, Inch'Allah, à 10h. Ok? D'accord, madame. Au revoir. Portez-vous bien. La prochaine, Inch'Allah. Merci. La prochaine. Portez-vous bien. D'accord, Inch'Allah. Merci beaucoup, madame. Merci.